Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent. Oui, j'ai mis pour vous mon savoureux gilet de Noël au lama parce que c'est ma dernière journée au travail avant la pause des fêtes, puis je me suis dit, soyons festifs. Alors voilà, je sais pas si aujourd'hui, j'espère que j'aurai pas trop de rencontres avec la clientèle, quoique il n'y a rien de mieux comme un lama de Noël pour désamorcer la situation. Alors voilà, donc on ouvre le vlog de l'Avent aujourd'hui. On est le samedi 21 décembre et ben voilà, on se lance ça. Qu'est-ce que j'ai toujours en cours? Aujourd'hui, c'est la journée calendrier casse-tête. Donc, je vais faire ça plus tard parce que j'ai juste une demi-journée aujourd'hui. Donc, je vais sans doute faire ça plus en après-midi avec vous. Sinon, je continue toujours ma lecture très prenante de Le Cercle de Pierre de M.W. Craven, donc les enquêtes de Washington Post. Très prenant jusqu'à maintenant. Narrateur correct, pas mon préféré, disons, parce que c'est en français, mais des fois je tombe bien. Celui-là, je pense que c'est un narrateur peut-être qui était moins à l'aise avec le texte, mais ils ont laissé beaucoup de reprises, donc il se reprend pour le faire. Puis c'est correct, là, comme ça fait que c'est plus humain, puis qu'on voit bien que c'est un humain qui le fait. Mais il y a des fois vraiment où on sent que peut-être que ça s'est peut-être fait rapidement, peut-être qu'il n'y a pas eu le temps pour lire le texte, mais disons que ça aide pas, mais heureusement, le texte est vraiment intéressant. Et ben voilà, donc je suis bien prise dans mon histoire. Sinon, je ne sais pas trop ce que je compte faire de plus aujourd'hui. J'ai du rattrapage dans mon calendrier de l'humour. J'ai laissé dormir un petit peu. J'ai encore des petits chapitres dans mon calendrier 24 étoiles pour Noël. Et ben, sinon, c'est ça. Je vais profiter de ma dernière journée pour dire bonne joyeuse fête aux collègues. Je vais profiter du restant de la journée pour relaxer, décompresser. Et puis, ben voilà, sans plus tarder, allez, on se lance ça pour le vlog de Noël. Hey, salut! Alors, officiellement, je suis en pause, temps des fêtes, et je me compte vraiment chanceuse d'avoir cette opportunité-là, et je sens que je vais bien en profiter pour me reposer et pas faire 850 000 choses. Alors, c'est parti pour le retour à la maison, mon lama de Noël et moi. Et c'est ça. Aucun plan aujourd'hui sauf le mini casse-tête, puis je vais reprendre de toute façon tantôt, mais je voulais juste officialiser le début de ma pause des fêtes. Bonjour, alors de retour à la maison. J'ai mangé un petit peu. Je me suis changée parce que j'aime bien les lamons de Noël, mais bon. J'ai quand même gardé un gilet vert. C'est presque noëlesque. Pantalon d'intérieur, détente, et voilà, vacances. Alors sans plus tarder, pendant que mon copain est parti en mode projet, je vais faire l'ouverture du oui calendrier casse-tête. Et on devrait être rendu comme le Miss Marple pas mal vers la fin. Alors en effet, on est rendu à la case 11 qui est ici. Alors une fois de plus, je vais tester mon habileté avec les cases. Voir si je vais y arriver. Oh! Il ne faut pas que je commence à maîtriser le... Quand même, celui-là, c'était un bon signe. Bon, vraiment, à chaque fois que je veux sortir, à chaque fois je pense que je vais l'avoir pour le sachet, mais c'est arrivé juste une fois que j'ai vraiment réussi sans problème. Mais quand même, pas si mal. Alors, est-ce qu'on a des choses que je peux déterminer? Bon, un taxi, ça va être pas tant que ça. Ici, on a quelqu'un qui porte un manteau bleu pâle. Bon. Bleu pâle poudre, mettons. J'ai pas déjà fait celle-là? Non, mais je pense que c'est celle-là. Je crois que c'est ceci, avec le petit bleu pâle poudre et le taxi. Donc, on va voir si j'ai raison. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, je vais faire ça avec vous maintenant, en regardant un petit vlog de l'Avent. Et ben c'est ça, on verra pour la suite. Ah oui, la lecture que je suis en train de lire, donc mon fameux Le Cercle de Pierre, c'est vraiment enlevant, là. Vraiment enlevant. Comme je vous dis, c'est pas le lecteur le plus... Ben, il est très bon pour faire les voix, donc ça n'a pas été évident non plus à faire, mais je sais pas si c'est sans doute la technique, mais il y a eu un choix potentiellement technique ou éditorial de laisser les moments où il se reprend
mais il y en a vraiment beaucoup, ce qui semble tout à fait normal, mais c'est rare qu'on en a autant conscience. Puis moi, à chaque fois qu'il se reprend, ça me fait plus décrocher qu'autre chose. Donc, je suis désolée à l'avance, mais c'est peut-être pas nécessairement sa décision à lui. Mais sinon, on s'attache vraiment gros au personnage. Définitivement, Washington Poe et Tilly Bradshaw, qui est cette jeune femme extrêmement intelligente et qui a un peu plus de difficultés avec les codes sociaux, donc, et qui a officiellement un cerveau neuroatypique, mais on n'a pas précisé de quelle façon, puis c'est pas important. En fait, ils sont devenus amis, Washington Poe et elle, et ben, c'est beau à voir quand même. C'est dans le sens où c'est pas juste ah, je suis le protecteur, là là là. Mais tu sais, je pense qu'on sent que le personnage reconnaît que chacun a ses forces, puis dans le fond, les deux vont vraiment s'aider. Puis ça fait en ce moment, il y a comme un petit essai de faire sortir un peu Tilly de sa coquille, donc on va voir. Mais sinon, on est vraiment dans l'intrigue. Ben, en fait, au départ, le principe du tueur en série, déjà en partant, c'était comme hein, dans ta face. Mais là, ça prend des proportions particulières. On est rendu plus dans potentiellement, ça va inclure plein de dimensions, donc peut-être malversation, peut-être abus, on va voir. Et comme classique, je voyais que ça s'enlignait un peu vers la résolution, mais je sais quand même, il me semble qu'il me reste beaucoup de temps à mon livre audio, ça ne peut pas être ça. Donc, je sens que bientôt, je vais avoir comme, il va sans doute avoir deux fins. Une fin qu'on pense être la fin, une fin qui n'est pas la fin. Donc, à date, j'aime quand même bien cet auteur-là. La traduction française ne m'a pas dérangé particulièrement. Pourtant, ça se passe en Angleterre. Puis, mais je pense que les traductions, les référents ont été conservés seulement pour genre les sacres. Donc, ça, à la limite, ça va. Là, ça me dérangeait pas. Puis, ça se passait pas non plus dans les bas-fonds du banditisme où est-ce que les référents vraiment très typiquement français de France auraient peut-être un peu clashé. Là, c'est pas le cas, donc ça va. Mais peut-être que j'aimerais bien lire le second, qui s'appelle, je pense, The Black House, en anglais, si je suis capable. Mais je sens que je vais vouloir le savoir. Je pense que c'est une trilogie, puis je sens que je vais vraiment vouloir avoir la suite. C'est pas, c'est pas un style très enlevant. C'est une écriture utilitaire, mais hyper efficace. Donc, ça fait du bien de temps en temps un petit thriller efficace comme ça. Alors, ben, je vous en reparler quand j'aurai terminé, mais je sais pas si je vais le finir aujourd'hui, mais sinon, il va être terminé demain, ça c'est sûr et certain. Donc, ben, je voulais juste vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai tenté parce que ma collègue, ça fait un bout qu'elle m'en parle, puis je me disais, ah, je sais pas, je suis pas sûre que ça va le faire. Puis finalement, ben, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est une chouette découverte. Donc, ben voilà. Sans plus tarder, je me lance dans mon fameux casse-tête et je vous reviens. Et bonsoir, alors finalement, me revoici après la petite bulle de social. Et ben écoutez, j'ai juste de terminer une lecture que je voulais faire, que je vous avais vue un peu
en images. Mais avant, je voulais faire un petit retour sur mon rattrapage de calendrier de l'humour. Ça a été moyen. J'avais 4 jours de retard. Ça a été moyen. Mais celui-là, il m'a vraiment plu. Donc, le numéro 21. Et c'est... Je vais dire aussi c'est quoi la créatrice, parce que je crois que c'est une femme qui l'a écrit. Et c'est I regret to inform you that my wedding to Captain Von Trapp has been cancelled. C'est de Melinda Taub. Donc, en fait, c'est c'est comme un genre de faux faire-part, mais c'est comme une lettre que la baronesse, la baronne qui court après le Capitaine Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur, aurait potentiellement écrit à tous ceux qu'elle avait invités à son mariage avec le Capitaine Von Trapp après qu'il se soit enfui avec Maria. Donc, c'est vraiment drôle. C'est vraiment excellent. Bon, c'est sûr qu'il faut avoir écouté La Mélodie du Bonheur, là, quand même, mais c'est excellent. Donc, celui-là, il m'a vraiment plu. Ça fait partie de ceux que j'ai peut-être conservés en mémoire. Et j'ai rattrapé mon retard dans mon livre démontable ici. Je sais pas, on le voit pas, mais ça se défait tout. Bref, j'ai rattrapé mon retard. Là, ça commence à décoller. Mais là, il reste juste 3 chapitres. Fait que c'est qu'est-ce que je vous disais, c'est que j'aime vraiment beaucoup le concept. À date, les personnages qu'on découvre, je les trouve super intéressants. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas la possibilité de les découvrir un petit peu plus. Évidemment, c'est sûr que c'est juste en 24 chapitres, mais comme il y a un nombre super élevé de personnages, ça fait qu'on n'arrive pas à approfondir tous les personnages. Puis c'est un peu triste, en fait, parce que dans le fond, on est passé d'un point de vue à l'autre. Puis là, évidemment, les choses commencent à s'enchaîner. Puis là, bon, on se rend compte que ça va sans doute se boucler en peut-être 3-4 chapitres. Puis... Mais je passe un bon temps au sein de cet immeuble-là, qui est le 12 de la rue Monsard. Mais j'aurais aimé ça, soit passer plus de temps avec eux, parce que là, c'est comme un peu choquant. Pas choquant, c'est un peu frustrant de se rendre compte que ça va se boucler autant que ça. Ou qu'il y a peut-être un peu moins de personnages, mais je vais voir peut-être qu'à la fin, tous ces personnages-là vont avoir été nécessaires pour l'histoire en tant que telle. Mais sinon, bon, je passe quand même un super bon moment. Donc, voilà pour ma lecture de l'avant. Et finalement, j'ai lu un livre que j'avais prévu lire justement pour le Cold Winter Challenge et que j'avais mis dans la catégorie qui impliquait la famille. Bon, c'est un aspect de ce livre-là, mais c'est pas l'aspect central de ce livre-là. Donc, c'est Ash's Cabin de Jen Wine. Ici, c'est publié en anglais chez First Second. En français, ça vient de paraître. Puis je pense que c'est La cabine de Ash. Puis je sais pas c'est chez qui. Je vais vous mettre la vignette. Voilà. Donc, Jen Wine, c'est une autrice qui a aussi écrit La princesse... Oui, la princesse... Non, Le prince et la couturière. Et Dans la vraie vie... Et une autre. Je me souviens plus. Stargazing. Donc, sous les étoiles, je me souviens plus comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, voilà. Donc, Ash's Cabin. On va retrouver... Ash's Cabin, on retrouve Ash qui est une personne, en fait, qui a presque 16 ans, qui habite au sein d'une famille, habite en Californie, habite au sein d'une famille avec 2 petites sœurs jumelles, des parents avec au sein de la famille une origine, je crois, je me souviens plus si c'est chinoise, je crois, ou japonais, je ne sais plus. Bref, le grand-père de Ash, je crois, qui avait cette origine-là. Et dans le fond, Ash évolue dans cette famille-là. On sent que Ash est une personne qui n'est pas heureuse, qui a l'air à se chercher beaucoup. Et dès le départ, on apprend que Ash, en fait, ça fait pas très longtemps qu'il utilise son nouveau nom. Donc, c'est une personne qui, dans le fond, s'affirme dans une identité de genre. Je ne pourrais pas la décrire exactement, mais dans le fond, le pronom à utiliser pour H, c'est il. En anglais, c'est they. Et tout au long de l'histoire, dans le fond, à chaque fois que les gens vont le mégenrer, ben, je ne sais pas si on peut dire mégenrer parce que de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment pronom il, mais quand même, dans le fond, ils vont l'interpeller par son prénom, en fait, d'avant qui décide de vivre avec
en assumant l'identité de genre dans laquelle Yael se sent elle-même. Je suis désolée si je n'utilise peut-être pas bien les pronoms. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser le mauvais pronom ou le mauvais prénom, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va jamais savoir ce prénom-là d'avant. Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est connu comme quoi, dans le fond, il y a vraiment un avant puis un après, puis c'est la pire chose qu'on peut faire pour quelqu'un, dans le fond, qui assume son identité de genre qui est différente de celle qui était une identité, un genre biologique, dans le fond, de naissance. Voyez-vous, ça fait un peu comme ça ici, là, à chaque fois qu'ils vont l'interpeller par un nom qui était son ancien prénom. C'est comme ça, c'est comme barré, censuré. Bref, je m'en vais un peu dans les détails, mais ça me donne un petit peu une idée. Bref, H, sa vie est pas super top. Le seul moment où il se sent vraiment en fait, qu'elle sent qu'elle a la possibilité d'être la personne qu'elle est de façon entière, c'est quand elles vont au ranch familial qui est dans le nord, je pense, de Californie. Puis habituellement, la famille Dash va passer là une bonne partie des étés. Puis cette année-là, en fait, la famille de Dash apprend que ceux qui possédaient le ranch, qui appartenait avant au grand-père de H, ont décidé d'aller ailleurs, puis qu'éventuellement, ils vont peut-être vendre le ranch. Fait que, dans le fond, H va réaliser que il ne pourra plus aller là à tous les étés. Puis ça fait comme une espèce de grand... En plus de tout ce qu'elle vit au quotidien, puis dans ses grands questionnements et tout ça, par rapport, entre autres, à son genre, mais aussi à sa place, à son identité de genre, pardon, son identité de genre, puis à la place qu'il est là dans la société ou dans le fond et tout ça, ben c'est sûr que ça va créer vraiment un grand vide parce que ça semble représenter pour H à la fois la perte d'une espèce de safe place qui était le ranch et à la fois comme la double perte de ce fameux grand-père-là qui s'appelle Erwin, je pense, puis qui était un peu un excentrique et à qui, dans le fond, H s'était beaucoup identifié et tout ça. Parce que ça semblait être quelqu'un, Erwin, qui était un peu en dehors de la société, un peu en dehors des repères. Il avait toujours, depuis toujours, il avait acheté son ranch, mais il avait aussi décidé d'aller se construire justement une espèce de petite cabine, une espèce de petite maisonnette dans le bois pour se retrouver et tout. Donc, ça, c'est la prémisse. Puis assez tôt dans le roman graphique, on va apprendre que H, en fait, est en grosse réaction au quotidien avec la famille et tout. La famille lui annonce que ils vont aller à Disneyland, en fait, à la place d'aller justement au fameux ranch. Et puis là, H explose et tout. Puis il finit par, dans le fond, il finit par demander d'aller au ranch de faire en solo, dans le fond, sans la famille et tout ça. Donc, ça va finir par être accepté. Et pendant toute l'année qui va suivre, on va suivre H qui se prépare à justement ce grand départ-là, mais qui en secret se prépare en fait à partir du ranch et aller chercher les fameuses maisonnettes que son grand-père a construites et s'installer dans la maisonnette et rester là. Donc, vous voyez un peu, on est dans quoi. Et voilà, donc on va suivre tout ça, la préparation, le fameux moment où Ash va arriver au ranch et va prendre la décision de quitter le ranch et de justement aller être en mode survie dans la forêt. Elle va partir avec son chien qui s'appelle Chase. Chase. Et elle va apprendre jour après jour c'est quoi en fait survivre dans la nature. Malgré une bonne préparation, évidemment, il y a des décisions que Ash va prendre qui ne seront pas nécessairement les meilleures. Et elle va rapidement se rendre compte que trouver la nourriture, c'est quelque chose de majeur, surtout pour des protéines. Il va y avoir des rencontres importantes, opportunes, mais quand même importantes. Et puis ensuite, éventuellement, une espèce de... Je pense que c'est 48 jours que le personnage d'Ash reste dans les bois, parce qu'il finalement, il a trouvé la fameuse cabine de son grand-père. Ça va être vraiment un voyage à l'intérieur
un voyage intérieur, une réflexion intérieure, comment en arriver à se sentir autosuffisant à dépendre de personnes. Puis ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman graphique-là, mais c'est que oui, c'est sûr que dès le départ, on va quand même comprendre qu'il y a plusieurs choses dans la vie d'Ash qui créent un tumulte. Mais il y a évidemment le fait que, dans le fond, il a décidé d'affirmer son identité de genre. Mais il y a surtout, en fait, euh, une grande anxiété, une grande éco-anxiété, une grande soif de faire quelque chose maintenant, une grande frustration que les autres, en fait, que l'ensemble de la société fasse rien puis qu'on soit en train de couler. Donc, à la fois dans l'espèce de fuite vers l'espèce de maisonnette du grand-père, Ash va essayer, c'est une quête, oui, de soi, de sens, puis essayer de voir, en fait, un peu une espèce de réaction à l'inertie des autres, puis de dire, ben, si les autres veulent pas réagir, dans le fond, moi, je vais comme essayer d'être autosuffisante, déranger le moins possible, puis la nature et tout ça, puis essayer de poursuivre. Puis évidemment, c'est quelque chose qui va... Il va y avoir évidemment plein de prises de conscience, des aléas, des choses qui vont pas nécessairement tourner comme Ash avait prévu, et une prise de conscience que peut-être finalement... il y a peut-être moyen, en fait, de continuer à vivre en société tout en faisant une différence, puis tout si on a la chance, en fait, de savoir côtoyer les bonnes personnes pour nous, ben en fait, que ça va nous permettre quand même de laisser notre identité entière s'épanouir. Donc, c'est très... je sais pas comment dire ça, c'est inspirant. C'est pas nécessairement, oui, c'est émouvant par bout, là, mais c'est surtout inspirant. C'est vraiment le récit d'un cheminement. Je sais pas jusqu'à quel point, je sais pas si c'est mentionné, si c'est vraiment... je pense vraiment que c'est de la fiction. Je pense pas qu'il y a des parties qui sont... ouais, ça n'a pas l'air de dire que c'est des parties qui sont de l'autofiction, mais c'est vraiment bien fait. C'est très juste, le propos. Évidemment, c'est à hauteur d'adolescence, mais en même temps avec des questionnements qui sont tellement plus grands que ce qu'on pourrait s'attendre. Ben, même là, une adolescence, souvent on se pose des giga questions majeures, mais dans le fond, c'est ça, c'est avec des grands, grands questionnements. Puis des fois, c'est vrai que par contre, dans certains moments, dans le roman graphique, la partie de roman d'apprentissage, c'est plus un roman d'apprentissage, la partie roman d'apprentissage est comme un peu soulignée à grands traits. Il y a même des moments où c'est comme un peu trop informatif, dans le sens où on nous apprend comment vivre dans les bois, comment reconnaître des plantes, qu'est-ce qu'il faut retenir, comment on peut fonctionner en mettant, par exemple, pour être sûr de ne pas attirer les ours, comment placer un campement et tout. Donc, je me demandais, en fait, à quel public ça s'adressait. Le personnage a 15, presque 16 ans. Puis, je ne sais pas si ça s'adresse exactement à cet âge-là. J'aurais tendance à miser un peu plus vers le 13-14 ans, peut-être plus, ou 12-14 ans, où il y a peut-être quand même une très grande quête de soi, une quête de sens qui est là, mais qu'on a quand même un petit peu besoin peut-être de souligner un peu plus certaines choses. Donc ça, vous savez qu'est-ce que j'en pense. Mais là, même si c'était souligné par moment, je pense que c'était volontairement un roman d'apprentissage et un roman... qui met de l'avant, en fait, justement, l'affirmation de soi sous toutes ses facettes. Donc, je l'ai pris tel quel. Je n'avais pas d'autre type d'attente que ça. Et ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis bon, évidemment, c'est quand même très chargé. C'est 320 pages. Puis les compositions où il y avait beaucoup de dialogues ou d'échanges, des fois, c'est... Mais comme ça, des fois, par exemple, là, on a beaucoup de texte ici en gros bloc. Ça, j'aimais moins ça. Quand il y a des phylactères comme ça, voyez-vous, c'est comme ça ici des fois par moment. Mais en même temps, je trouvais ça moins intéressant. J'aimais mieux quand c'est en mode dialogue avec des phylactères. Par exemple, je vais essayer de vous en trouver. Par exemple, disons comme ça. Mais dans le fond, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est quand même le journal de H. Donc, ça se présente sous forme de journal de bord, un peu un carnet de bord. Donc, c'est pour ça qu'il y a des grands bouts qui sont en récit. J'aime ça, ma chronique est comme super décousue, mais comme je viens de le finir.
Je suis vraiment marquée par cette lecture-là, marquée positivement. En même temps, je suis comme super fatiguée. Je viens de tomber en vacances, fait que je pense que peut-être que la façon dont je vous en parle, c'est pas le plus éloquent possible. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être découvert comme histoire. Si vous ne connaissiez pas encore Jane Wang, vraiment, ça vaut la peine de la découvrir. J'aurais tendance à dire que ça, c'est intéressant. Mais si vous cherchez quelque chose qui est un petit peu moins souligné à grands traits, mais il y a quand même un petit peu cet esprit-là d'affirmation de soi, de quête de sens. J'irais plus avec Le Prince et la Couturière, si jamais vous voulez plus être fiction. Puis sinon, si c'est correct pour vous, un peu, justement, voyons, comment qu'on appelle ça? Ben, un peu des romans, un peu de croissance personnelle. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est plus comme un récit. Ouais, c'est un roman d'apprentissage. Un récit d'apprentissage. Un roman de passage à l'âge adulte. Un roman d'affirmation de soi. Je sais pas comment le décrire. Mais bref, c'est un petit peu plus comme vraiment bien assumé que, par exemple, Le Prince et la Couturière, qui est vraiment de la fiction-fiction. Ben, ça pourrait le faire aussi. Un petit bémol que j'ai, mais ça, c'est pas de la faute de l'autrice du tout, c'est juste les éditeurs qui ont pris cette décision-là. Mais ils ont décidé de faire la production de cette bande dessinée-là avec du papier glacé, donc dans lequel on voit un reflet, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est du papier qui est vraiment fermé, qui permet absolument une bonne reproduction d'image, puis c'est absolument ça qu'on veut en BD. Mais il est vraiment glacé. Il est glacé mince. Donc, c'est un papier mince, parce que j'imagine que comme il y a beaucoup de pages, je ne voulais pas que ça soit non plus, ça coûte trop cher. Donc, à manipuler, c'est pas l'idéal. Donc, des fois, il y a des pages qui sont comme, on a l'impression qu'on en a tourné une, on en a tourné deux, trois. Mais en plus, il est tellement glacé que si on lit, bon, la journée peut-être que c'est moins pire, mais si on lit avec une source de lumière, en fait, il y a des reflets tout le temps. Donc, puis comme c'est majoritairement sur un fond pâle, parce que c'est quand on est à l'intérieur, ou même quand on est dans la nature, par exemple, ici, ben ça reflète tout le temps. Puis je trouvais que ça compliquait un peu la lecture. Fait que ça, c'est zéro de la responsabilité de Jen Wang. Fait que laissez-vous pas arrêter par ça. Mais si jamais, first second, vous êtes là, vous passez, juste comme, je sais que ce sont des décisions potentiellement qui sont budgétaires, peut-être. Vous avez fait le mieux qui était possible, mais ça aide pas vraiment, en fait, cette BD-là, parce que je trouve que ça empêche d'en profiter. Je vais vous montrer un petit exemple, justement, de moments qui sont un petit peu peut-être giga didactique. Ben, voyez-vous, comme là, c'est la préparation, puis c'est comme ça que c'est présenté. Fait que c'est intéressant, mais en même temps, des fois, je trouvais que c'était un petit peu long, mais ça... L'histoire du personnage principal est tellement importante, on dirait, à lire, que malgré ça, parce que vous savez, là, ce dont je vous parle là, c'est l'espèce de bémol-là. Ben, il n'y a pas longtemps, c'est ce genre de bémol-là qui m'ont fait que j'ai pas réussi vraiment à accrocher. Par exemple, à l'histoire de Florence Henkel, Le Filtre, qui n'était pas un roman graphique, vous allez me dire, mais ça parlait quand même d'une thématique assez, disons, nichée. Là, c'est pas niché, là, éco-anxiété, puis identité de genre, non. Mais c'est quand même spécifique, là. C'est quand même au centre de l'histoire. Puis, voyez-vous, les choses qui, dans ce cas-ci, des moments soulignés à grands traits, des moments peut-être où on ne savait pas trop ça s'adressait à qui pour l'électorat, puis on soulignait vraiment beaucoup, on tenait beaucoup par la main. Ça m'a dérangé dans le Florence Henkel, mais ça me dérange pas dans celui-là, parce que potentiellement, c'était des personnages crédibles. Le contexte, la mise en contexte était intéressante. Il y en avait beaucoup de points qui pouvaient nous titiller la curiosité selon différents angles de ce que H vivait. Puis voyez-vous comme quoi, des fois, c'est pas parce que certaines affaires, globalement, en général, me dérangent, que ça va m'empêcher de quand même apprécier vraiment beaucoup une lecture. Donc, pour celui-là, j'ai pas eu un coup de cœur, mais encore une fois, ça fait partie des lectures marquantes. Puis je pense que le côté de ce qui se passe dans la forêt, mais dans le fond, c'est apprendre à vivre avec la nature, apprendre le côté vraiment écologique. Donc, apprendre à vivre avec la nature, l'impact qu'on a sur la nature, qu'est-ce que la nature peut nous apporter, puis pas juste de façon cliché, mais quand même, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Je veux juste vous dire, hey, c'est fou, je vais vous parler vraiment longtemps, je suis désolée, mais ben, je sais pas pourquoi je vous dis que je suis désolée, là, mais au pire, vous pouvez passer ce bout-là, mais bon. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'à un moment donné, en fait, au début, Ash va se préparer justement à son espèce de périple et il va passer à la bibliothèque pour aller chercher des livres. Et ben, plusieurs livres pour justement en apprendre un peu plus. Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est parce que je vous disais ça par rapport à différentes. Je sais pas si je peux le retrouver. Ouais. Attends un petit peu. Je vous dis ça.
Dans le fond, il va aller à la bibliothèque, puis la bibliothécaire va lui suggérer, entre autres, des ouvrages qui parlent ethnobotanie. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Mais bref, c'est l'étude des plantes, de la connaissance. Attends un peu. L'étude de la connaissance de la flore par les Premières Nations dans la région qu'ils habitent. Et puis, c'est pas juste, par exemple, des connaissances pratiques de l'application, mettons, de ces plantes-là, mais aussi l'impact que la nature a sur leur façon de voir les choses. Et puis là, voyez-vous, dans ce petit passage-là, juste au bout, juste en bas, ça indique que pour la région de Shasta-Redding, qui est l'endroit où le ranch est, c'est les nations Wintu et Yana qui sont là. Donc ça, c'est mentionné. Puis juste après, on voit justement Ash qui part de la bibliothèque avec ses livres, mon genre de format pour les livres, oui, oui. Et qui m'enseigne, qui dit que il y a tellement, là je traduis de façon spontanée, là, ça ne doit pas être parfait, ça dit qu'il y a tellement de choses qu'elle ne connaît pas et qu'elle doit se souvenir que tout ce qu'elle apprend, que ça vient en fait de Nasson et d'une histoire en particulier. Dans ce cas-ci, on parle de l'ethnobotanie, là, et que cette connaissance-là doit être traitée avec respect. Donc, j'étais tellement contente. C'est un tout petit passage, il y a zéro un angle là-dedans. C'est tellement intégré de façon naturelle. Puis j'étais comme, c'est comme ça, c'est vers ça qu'il faut tendre par rapport ici à notre... Ça, c'est pour les États-Unis, mais par rapport à ce qu'on a comme relation ici par rapport aux Premières Nations au Canada. C'est ce genre de choses-là. C'est là, c'est mentionné, c'est clairement mentionné, mais en même temps, on ne s'appesantit pas sur le sujet. Puis en même temps, on a l'impression que ça fait comme juste partie de la réflexion normale du personnage de Ash. Puis c'est ça que ça devrait être dans la réalité. Puis c'est ce que c'est, mais souvent, on en parle comme juste pas. Puis dans le fond, comme Ash va aller vivre vraiment dans un territoire qui est particulier, puis sur lequel il y a des Premières Nations qui ont habité pendant longtemps, puis qui ont dû quitter malheureusement parce qu'ils ont été chassés par les savoureux colons blancs qui sont arrivés pour essayer de les déloger. Ben, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit quand même mentionné. Alors voilà, j'ai beaucoup de choses finalement à dire sur ce livre-là. Je ne sais pas si c'est constructif, mais c'est de bon cœur. Alors, sur cette très longue recension de Ash's Cabin de Jen Wang, ben, je vais vous clore le vlog ici parce que, ben, c'est ça, je suis fatiguée. Puis, de toute façon, il va être rendu gigolon. Là. Ça va être vraiment intense. C'est une super longue séquence. Puis, ben, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez peut-être me dire si vous avez déjà lu du Jen Wang, si ça a déjà croisé votre parcours. Puis si oui, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez... Il vient juste de paraître en français la cabine de Ash, la cabine d'Ash. Je ne sais pas c'est quoi en français. Puis si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Au Québec, je pense qu'il n'est pas encore paru. Puis je pense que comme il y a quand même pas mal de textes denses, moi, j'ai pas eu de problème en anglais. Mais si jamais vous voulez lire et que vous avez moins une aisance en anglais, c'est peut-être pas la meilleure pour commencer à lire en anglais. Peut-être que Le Prince et la couturière, ce serait mieux puisqu'on est vraiment dans la fiction. En fiction, là, il y a vraiment de l'information en tant que telle qui est en plus donnée. C'est peut-être mieux de le lire directement en traduction française si vous avez l'opportunité pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Mais voilà, donc mentionnez-moi si vous voulez en commentaire si c'est le cas. Puis sinon, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, ça dure dans très peu de temps parce que bientôt, on va être demain. J'espère que vous avez eu des bonnes lectures. Puis nous, on se revoit dès demain.